Notre interrogation du jour, Afrique, ONG occidentalo-européenne, une menace pour le continent. Nous nous interrogeons ce matin. Je recommence. Afrique, ONG occidentalo-européenne, une menace pour le continent. C'est notre grande interrogation. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun, au-delà de cette vie, une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes sur Panafricaniste TV. Eh bien, mesdames, messieurs, pendant longtemps, les organisations non gouvernementales du Nord étaient considérées comme les seules capables de porter des enjeux de développement, de les structurer dans un projet et de les mettre en œuvre. Elles étaient les interlocutrices, on peut le dire ainsi, privilégiées des bailleurs de fonds et des donateurs du Nord. L'aide au développement était plutôt orientée vers l'humanitaire et la lutte contre la pauvreté est très souvent déclenchée par des situations d'urgence. Les sans-frontiéristes, les altermondialistes, les environnementalistes, les droits de l'hommistes ont, on va le dire ainsi également, densifié cette présence des ONG du Nord au Sud, agissant souvent à la place des acteurs locaux. Progressivement, les difficultés d'accéder à leurs bénéficiaires, le souci de légitimation de leur démarche et la raréfaction des ressources ont poussé les acteurs du Nord à innover dans leurs modalités d'action à l'international. Aujourd'hui, ils s'ingèrent dans les affaires des nations, surtout les nations africaines. Ils sont à gauche et à droite. Ce sont justement ces ONG qui dénoncent, qui racontent n'importe quoi en longueur de journée dans les médias. On peut citer d'ailleurs plusieurs organisations non gouvernementales et que vous connaissez d'ailleurs, et surtout des organisations gouvernementales qui viennent sur le continent africain donner des leçons, on va le dire comme ça, aux Africains. Parmi les instruments développés donc, il y a la création de filiales ou de représentations au Sud figure en bonne place. Ainsi, la culture ONG s'est peu à peu aussi diffusée au Sud, donnant naissance à des organisations issues complètement de ces régions, même si elles restent liées à celles du Nord, notamment sur le plan des ressources financières et matérielles. Dans un contexte de forte mutation économique et de transformation progressive, des bases de la coopération Nord-Sud vers l'émergence au Sud, de sociétés civiles de plus en plus actives, il importe de s'interroger sur la place et le rôle des ONG, notamment du Sud, dans ce processus. La donne aurait-elle ainsi changé avec l'émergence des ONG au Sud? Comment ces dernières fonctionnent-elles, reproduisent-elles les méthodes d'action des ONG du Nord? Comment peuvent-elles relever le défi sociétal de leur territoire sans affaiblir les relations avec leurs homologues du Nord? En somme, quels doivent être leurs rôles? Oui, voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Afrique, ONG occidentalo-européenne, une menace pour le continent? Nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici. Il est directeur de publication du journal Le Cactus et journaliste d'investigation. Il est notre invité ce matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Joslangos. Je dis bonjour à vos techniciens. Je fais un clin d'œil à Giresse, qui est l'un des pionniers, je veux dire les piliers de cette affaire-là, qui se cache derrière les machines et qui fait partie de cet ensemble, de cet attelage qui nous permet à nous d'avoir de la visibilité et surtout de passer le message indispensable pour la conscientisation, l'émancipation, la liberté, n'est-ce pas, des opinions, à la fois du peuple noir et des afro-descendants, mais surtout de ces peuples qui sont opprimés, quelle que soit leur couleur de peau. Bonjour aux millions de téléspectatrices et de téléspectateurs de Panafricaniste TV, autant pour moi. Je salue le top management, à qui je souhaite, je veux dire, de manière anticipée, les vœux les meilleurs pour la nouvelle année qui s'annonce. Comme je l'ai dit, je vais ce matin commencer par mon coup de gueule habituel. Pour dire quoi? Pour dire que depuis un certain temps, et c'est comme par hasard, la RCA est sous les feux, n'est-ce pas,
de la rampe, notamment des amplificateurs européens et plus précisément de l'Hexagone, notamment de la France, où on voit désormais que la SIA est devenu un État voyou, criminel, non respectueux, n'est-ce pas, des droits de l'homme, au même titre que la France, qui est dirigée par les mondialistes, par justement Jupiter, où justement on vous balance les concepts crevaseux de respect des droits de l'homme, mais qui en réalité font tout le contraire. Mais sauf que depuis que la SIA a choisi une trajectoire politique, géopolitique d'indépendance, de libération, eh bien, on voit de ce côté-là toutes les criminalités, si vous voulez, toutes les calamités de la planète sont attribuées aux autorités centrafricaines, notamment en ce qui concerne le respect, je veux dire, la violation des droits de l'homme, la violation des droits humains. Je crois que ce n'est pas anodin. Nous savons comment ça fonctionne. Merci pour l'invitation. Parlons justement des violations des droits de l'homme. Albert Anatole, ici, un sujet qui nous intéresse d'ailleurs ce matin. On parle justement du continent noir avec ces ONG occidentalo-européennes qui pilulent d'ailleurs sur le continent noir. Est-ce une menace pour le continent? Commençons par faire une brève historique de ces affaires que vous appelez ONG, qui sont des entités qui ont commencé à voir le jour pendant la période coloniale. C'était porté par des missionnaires sur le couvert de l'humanitaire et de l'évangélisation, notamment en ce qui concerne l'assistance aux personnes démunies. Et ensuite, on a vu cela, et se sont proliférés ces ONG, ces organisations non gouvernementales, après la Deuxième Guerre mondiale, surtout sous la bannière de l'action humanitaire, pas seulement sur le continent européen, mais également sur le continent africain. Là, c'était plus seulement porté par des religieux ou des missionnaires, c'était porté par des milliardaires, disons ça comme ça, des milliardaires qui pensent qu'il faut partager, il faut faire de la philanthropie. Il faut justement s'incliner devant la pauvreté et la douleur de ces peuples-là qui souffraient. Mais sauf qu'au fil du temps, cette philanthropie a été dévoyée. Désormais, nous constatons que ce sont des criminels qui essaient de cacher leurs crimes derrière l'humanitaire. Ce qui renvoie à la fois au contexte et ensuite aux sources de financement, c'est-à-dire les acteurs qui contribuent à financer ces ONG. Lorsque nous parlons du contexte, pourquoi est-ce que c'est toujours l'Afrique, le continent africain qui est mis en avant? La prolifération des ONG a connu une sorte j'allais dire, a connu un bond exponentiel au début des années 80, si mes souvenirs sont bons, sont exacts. Nous étions dans le contexte des conflits armés sur le continent africain. Nous étions dans le contexte de la famine, notamment du côté de l'Éthiopie. Oui. Nous étions dans le contexte, justement, du VIH-Sida à l'époque. Et nous avons donc vu une déferlante, n'est-ce pas, d'ONG sur le continent africain, censées venir assister les populations qui étaient en détresse, censées venir porter des projets de développement au profit de certains États sur le continent africain, censées venir intervenir sur le continent africain dans les domaines à la fois de la santé, c'est-à-dire sur le plan social, c'est-à-dire l'éducation, la santé, et bien évidemment, quelquefois sur le plan culturel. C'est ce que nous avons vu sur le continent africain. Nous avons vu cela dans le contexte de la famine, de la crise de la famine qu'il y a eu en Éthiopie, dans le contexte des guerres à la fois en Somalie, en République démocratique du Congo, et quelquefois, on peut le dire, dans le corps de l'Afrique avec le système d'apartheid qui avait créé justement des victimes avec l'assistance humanitaire. Donc, et c'était très souvent, la plupart de ces ONG avaient pour base les États-Unis.
la France, le Royaume-Uni, c'est de la Grande-Bretagne et accessoirement la Belgique. Donc, il y a donc eu cette prolifération de ces ONG. Alors, qui intervenaient donc justement dans ces différents aspects que j'ai énoncés, c'est-à-dire dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du social, dans le domaine du culturel et dans les projets de développement au profit des communautés riveraines au prétexte que les projets de développement portés par les pouvoirs locaux étaient un peu trop lents et qui, à un moment donné, par rapport aux besoins, relativement aux besoins des populations, les ONG étaient une alternative pour accélérer un sorte de développement participatif. Mais c'est que, comme une fois de plus, avec le temps, on s'est rendu compte que derrière les ONG, c'était tout un empire de criminels, à la fois des mondialistes, à la fois je veux dire, ces 13 familles que nous connaissons. Quelquefois, c'était des individus qui voulaient blanchir leur argent. Quelquefois, c'était les pétromonarchies qui se cachaient derrière justement ces ONG pour financer certaines activités, quelquefois illicites, donc criminelles, sur le continent africain. Finalement, on s'est donc rendu compte qu'aujourd'hui, au même titre que les institutions financières de Bretton Woods, les ONG sont devenues une sorte de rampe géopolitique pour faire pression sur certains gouvernements, certains États, notamment en ce qui concerne, par exemple, les nouveaux concepts que vous connaissez, les droits de l'homme, le changement climatique, la démocratie, et tout ce que vous voulez. Donc, voilà un peu la situation. Maintenant, est-ce que ces ONG constituent une menace ou un danger? Bien évidemment. Ces ONG, c'est constituent donc une menace. Elles ne sont pas seulement les ONG qui opèrent, qui ont peut-être des droits qui sont créés par les Africains. Non, pas seulement, parce que la plupart de ces ONG sont financées de l'extérieur. Parce qu'il faut donc poser donc la problématique, il faut mettre sur la table la problématique, n'est-ce pas, des financements, ou bien de l'origine des financements. Parce que c'est celui qui finance, qui ordonne, comme vous l'avez l'habitude de dire. Et la plupart de ces ONG sont financées de l'extérieur, soit par des gouvernements étrangers, soit par des fondations des milliardaires étrangers, et très rarement par les gouvernements locaux, ou bien par les milliardaires locaux. Et dès lors, ça devient donc un problème. Oui. Vous avez les plus en vue, notamment, il y a une multitude d'ONG qui foisonnent sur le continent africain, mais les plus en vue, les plus connus, vous avez la fondation Bill et Melinda Gates. Oui. Vous avez la fondation Clinton sur le continent africain. Vous avez la fondation, n'est-ce pas, Zuckerberg sur le continent africain. Ils sont pleins comme ça. Vous avez la fondation Obama. Il n'y a pas très longtemps, on a mis en place, je parle d'un milliardaire nigérian qui a mis en place une fondation. Je parle à Aliko Dangote, qui a également créé une fondation. Vous avez Thomas Elumelu, qui a également créé une fondation. Vous avez, avant lui, il y a eu la fondation de Nelson Mandela qui a été mise en place. Il y a plusieurs fondations comme ça qui, chacun choisit son domaine d'intervention. Ce qui nous intéresse, en tout cas les ONG qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont ces ONG qui constituent un danger et une menace pour la stabilité de nos États. Ce sont ces ONG qui sont financées de l'extérieur, directement par les gouvernements étrangers ou bien par les milliardaires étrangers. Vous avez par exemple la Open Society, la Foundation de Soros, donc des jeunes Soros. Oui. Donc, il faut faire donc très attention lorsque vous avez donc un fonctionnement de l'ONG. Il n'y a pas très longtemps, lorsque les autorités maliennes ont décidé justement de suspendre sur leur sol, sur leur territoire, les activités des ONG financées ou soutenues par Paris, il y a comme une levée de bouclier. Pourquoi? Parce que justement, vous avez des financements qui ne sont pas contrôlés par l'État central, qui passent par certaines ONG, qui ont choisi leur domaine d'activité, qui leur est imposé par les gouvernements étrangers. Et ce n'est pas anodin que vous avez sur le continent africain des ONG qui sont spécialisées
dans les questions des droits de l'homme. Et vous savez que les questions des droits de l'homme aujourd'hui sont devenues une question géopolitique, c'est-à-dire un épouvantail géopolitique à travers lequel les amplificateurs, c'est-à-dire des lobbies internationaux, tiennent certains gouvernants pour créer des déstabilisations. Vous avez des activités, je veux dire, de développement, liées au produit de développement, qui sont également une monnaie de chantage utilisée par à la fois les gouvernements étrangers ou bien leurs relais extérieurs milliardaires. Donc, pour revenir à votre question, ces ONG donc, constituent une véritable menace pour la stabilité, mais surtout pour l'indépendance de nos États. Albert Anatola, ici, il y a quand même une remarque faite sur le continent africain, c'est que ces ONG sont souvent dirigées par des Africains eux-mêmes qui sont complices justement du pillage et surtout, on va le dire comme ça, du renversement même parfois, on va le dire, des autorités dans les États africains. Ce sont des relais qu'ils utilisent. Je voudrais vous convoquer, vous ramener dans le contexte du fameux sommet de Montpellier, qui avait été organisé par qui, vous savez, l'année dernière, en début de l'année dernière. Il a choisi qui? La société civile. Ce sont ces acteurs. La société civile fabriquée par eux-mêmes. Bien évidemment, c'est-à-dire la société civile colorée ou multicolorée qui répond aux critères qui les conviennent, qui répond aux critères dont ils sont les seuls à connaître les tenants et les aboutissants. Et de préférence, ces acteurs de la société civile qui sont très souvent opposés aux régimes locaux. Alors, il y a donc beaucoup d'argent qui a été promis à ces ONG sur le continent africain. Mais ce que je trouve étrange, c'est que quelqu'un vient de l'extérieur, signe des contrats d'engagement avec vos compatriotes qui sont à la tête ou bien qui sont propriétaires d'associations, d'organisations non gouvernementales et c'est donne la liberté de financer des activités menées par ces ONG qui sont hors quelquefois de votre contrôle. Nous avons connu dans mon pays, le Cameroun, le cas d'une ONG qui s'appelle Médecins sans frontières, qui se baladait, par exemple, dans la zone anglophone du pays, actuellement en conflit avec l'État central, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest. Et ce qui est intéressant dans les activités de cette ONG Médecins sans frontières, c'est que plusieurs fois dans les ambulances de cette ONG, les forces de défense et de sécurité ont retrouvé les combattants ambazoniens qui prenaient la fuite ou bien qui transportaient le matériel, c'est-à-dire les armes utilisées par les armes utilisées par ces ennemis de la République. Dès lors, logiquement et en conformité avec les lois et les règlements de notre pays, les activités de cette ONG devaient être suspendues, à tout le moins, ou à tout le moins être interdites. Malheureusement, cette ONG continue d'exercer ses activités tranquillement, parce qu'il y a eu des pressions à l'extérieur. Vous avez également une autre qui s'appelle Human Rights Watch, qui a l'habitude de pondre des rapports, pas toujours très objectifs, contre le régime de Yaoundé, c'est-à-dire contre le régime actuel au Cameroun. Vous n'avez jamais vu, en tout cas moi en tant que journaliste, je n'ai jamais rencontré un responsable de cette ONG-là sur le terrain en train de recouper, n'est-ce pas, les informations par rapport à son domaine d'activité. Ces ONG se basent très souvent sur des articles des journaux, sur les comptes rendus des médias, sur les populations locales, très souvent, qui ne sont pas véritablement au fait des événements qui font l'objet des enquêtes ces ONG. Ça pose un problème. Et quelquefois, vous allez entendre les autorités du pouvoir central vous dire qu'ils n'ont jamais reçu aucun responsable de ces ONG dans la perspective de quelqu'un. Alors, on a souvent l'impression que ces ONG internationales sont au-dessus des lois et qu'elles ne respectent même pas parfois les lois en vigueur dans les nations africaines. Je pense qu'il y a la responsabilité des gouvernants de veiller à ce que ces ONG respectent la loi dans le contexte camerounais. Ces ONG sont tenues
de déposer au ministère de l'administration territoriale le rapport de leurs activités. Je crois que ce rapport doit être déposé, je crois que c'est un rapport semestriel. Mais vous allez constater qu'aucune de ces ONG ne respecte cette exigence. Très souvent, il y en a même qui n'existent que de nom parce qu'ils n'ont pas, je veux dire, une existence légale. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'autorisation. En tout cas, ils n'ont pas l'autorisation déposée, connue de manière officielle. Donc, ça existe, mais ça vous met quand même des activités. Donc, il est de la responsabilité, justement, de nos gouvernants, de nos dirigeants, de veiller à ce que les lois, les règlements de la République soient respectés par ces ONG. Parce que vous savez, toute activité dans une société est réglementée. Oui. Quand je dis réglementé, ça veut dire que ça doit être en conformité avec la loi. Si cette activité est en délicatesse à la fois avec la loi et les règlements que cela implique, ça veut dire qu'il s'agit d'une activité illégale. Donc, il doit être considéré comme tel. Malheureusement, dans le contexte, dans la plupart des pays africains, on laisse faire parce que derrière, justement, ces ONG, vous avez quelquefois des grands lobbies, les lobbies pharmaceutiques, les lobbies politiques, le lobby financier, le lobby commercial et économique qui s'y cachent. Et dès que vous décidez, par un coup je veux dire, d'orgueil, de suspendre les activités de X ou Y ONG, vous sentez la déferlante, vous tombez dessus. Conséquence logique, enfin illogique et paradoxale des choses, on ferme les yeux, nos dirigeants ferment les yeux sur les activités illicites et clandestines de ces organisations. On a l'impression également qu'on ne contrôle pas les activités justement de ces ONG internationales. Je prends par exemple le cas du Mali qui a pris l'initiative dernièrement de bloquer tous les fonds qui viendront de l'étranger pour financer justement les organisations à l'intérieur de leur pays. Parfois, ils se retrouvent dans des endroits où il ne faut pas être et ils donnent leur rapport parfois à des radios et des télévisions qui, à la limite, ne sont pas là pour défendre la nation, mais sont là plutôt pour tirer à boulet rouge sur ces pays africains. Je voudrais vous rappeler un fait historique. Vous savez quel événement a été à l'origine de la descente aux enfers de Jean-Modèle Bokassa? Vous allez me le dire. C'était le rapport d'une ONG qui a présenté Jean-Modèle Bokassa comme étant un tyran. Un mangeur d'hommes? Comme étant, oui, c'est-à-dire comme étant un cannibale. Si mes souvenirs sont exacts, ça devait être Amnesty International qui avait fait ce rapport qui dépeignait Jean-Modèle Bokassa comme étant un cannibale. Résultat de course, une activité qui était considérée comme étant sociale est devenue, a pris une ampleur politique. Jean-Modèle Bokassa a été dégagé. Ça, c'est important de dire. Voilà, donc, c'est à cela que servent les ONG, c'est-à-dire, ils sont considérés par l'oligarchie mondialiste internationale comme étant les watchdogs, c'est-à-dire leurs chiens de garde sur le continent africain. Ce sont leurs instruments de manipulation, d'influence, de pression. Observez le landerneau des activités de ces ONG. Leurs rapports sont toujours des rapports à charge. Que ce soit Human Rights Watch, Amnesty International, Transparency International et les autres. Leurs rapports sont toujours des rapports à charge. Donc je pense que dès lors qu'ils se comportent comme ça, parce que ce n'est jamais les rapports contradictoires. Et un rapport doit être, de mon point de vue, équilibré, sauf si ça sert quelques intérêts occultes. Sauf si derrière ces rapports, il y a d'autres projets obscurs. Donc je pense que ce qui s'est passé au Mali est symptomatique de ce que nous débattons sur ce plateau. C'est-à-dire que vous avez des ONG qui mènent tranquillement leurs activités, très souvent sans aucune autorisation. Non seulement ils mènent des activités apparemment normales, mais en même temps, ces ONG mènent des activités d'espionnage, et ça, il ne faut pas se le cacher. Dans le contexte du départ de Barkhane du côté du Mali, l'armée française et les forces françaises sont appuyées sur qui? Les forces françaises sont appuyées à la fois sur les communautés villageoises, mais également sur les ONG qui se baladaient dans tous les coins, tous les recoins du territoire malien,
quelquefois en faisant des prises de vue sur des sites sensibles et il fait des rapports. Ces ONG sont financées par qui? C'est ça le problème. C'est lui qui finance, qui en est le demandeur. Vous ne pouvez pas... et c'est la faute aux dirigeants. Parce que si je dois exercer une quelconque activité dans votre pays, ma zone d'intervention doit être circonscrite dans, justement, l'autorisation qui vous est accordée. Et cela doit être, il s'agit d'une autorisation dont les activités doivent être suivies par les relais locaux du pouvoir central, c'est-à-dire, le cas échéant, les préfets, les sous-préfets ou les gouverneurs. Et s'ils étaient tous complices? Non, très souvent, il y en a qui sont complices, il y en a qui font preuve je n'ai pas envie de dire de complaisance, mais de laxisme, de manque de fermeté, de rigueur. Je dis, vous ne pouvez pas, dans mon pays, le Cameroun, moi j'ai souvent vu des individus se balader dans les coins les plus reculés de mon pays, avec un accompagnateur, avec des individus qui sont flanqués d'un appareil photo, bien d'une caméra. Mais ça veut dire, et on vous les présente comme étant des touristes. Alors qu'en réalité, ils sont en train de faire tout autre chose que du tourisme. Ils sont en train de faire de l'espionnage. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans un autre contexte, dans le contexte, n'est-ce pas, de la crise sanitaire, c'est-à-dire le Covid-19, rappelez-vous, on avait débattu cette problématique dans une autre tribune. Ça se passe dans la région septentrionale du pays, oui, où on a vu une ONG en train de distribuer l'argent aux populations. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ces populations se fassent vacciner. Est-ce que cette ONG n'avait pas les autorisations requises pour aller justement corrompre ces populations-là? Et ça, c'est de la responsabilité, n'est-ce pas, des gouvernants qui ont le devoir et la mission de protéger nos concitoyens. Lorsque vous avez justement ce genre d'activité, dans mon pays, vous avez même des ONG qui défendent les droits des homosexuels. L'homosexualité qui est proscrite, c'est-à-dire interdite par la loi, par les institutions de mon pays, par la loi de mon pays, mais vous avez quand même une ONG qui est portée par une femme de loi et l'avocate, soit dit en passant, qui est donc mieux en défenseuse justement des causes des LGBTQIA+, plus machin. Alors, pourquoi? Parce que ces personnes reçoivent des gros financements à la fois des États-Unis, de l'Union européenne, de la France et les autres. Et vous voyez donc, voilà, c'est une dame qui est avocate de profession, qui sait que la législation de son pays proscrit l'homosexualité, les pratiques homosexuelles, mais elle est devenue la défenseuse des droits des homosexuels en violation de la loi. Ça veut donc dire que désormais, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, les ONG sont au-dessus de nos institutions, ce qui est une aberration. Et je crois que de ce point de vue, le fait que de telles pratiques, de telles attitudes soient récurrentes, eh bien, il ne faut pas ici, n'est-ce pas, se mentir. Nos autorités, nos gouvernants ne font pas preuve de... Je veux dire, ils ne sont pas responsables. Ils ne font pas preuve de responsabilité. Ils sont presque complices de ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a une chose qui est prévue par la loi, mais on a quand même le droit de transgresser ce qui est prévu par la loi. Donc, ça devient un problème. Alors, que les ONG sont au-dessus de nos institutions. Alban Atolaïsi, que pensez-vous pour sortir justement de cet entretien, de ces Africains qui demandent aujourd'hui que toutes ces ONG quittent le sol africain? Je pense qu'il faut quand même faire la part des choses. Vous avez, malheureusement, elles sont très peu nombreuses, les ONG qui sont engagées véritablement dans l'assistance humanitaire et le font véritablement de manière objective et vraie. Mais vous en avez, malheureusement, celles-là également sont très nombreuses qui, sous la bannière de l'assistance humanitaire, de l'action humanitaire, commettent des crimes, font tout et n'importe quoi. Ça se voit au niveau du Tigré, du côté de l'Éthiopie. On a vu ça du côté de la République centrafricaine. On a connu cela du côté du Mali. En tout cas, le Sahel
et le Golfe de Guinée pullulent de ce type d'ONG qui sert à la déstabilisation de nos États, qui viennent dans votre territoire, ils font des prix de vue, ils font la cartographie de votre territoire, de préférence. Pourquoi est-ce que ces ONG choisissent telle région telle région de votre pays plus qu'une autre? Parce qu'elles savent pourquoi elles sont là. Et très souvent, ce sont des hommes ou des femmes en tenue, Oui. qui habillés en civil, qui se baladent dans votre territoire et vous pensez que ce sont des personnes anodines. Très souvent également, ce sont des personnes qui s'habillent en soutane. Vous pensez que ce sont des missionnaires ou des religieux qui sont là pour faire, n'est-ce pas, je veux dire la charité. Non, il s'agit tout simplement des personnes très dangereuses. Il faut donc que cette activité sur le continent africain soit véritablement bien encadrée. Merci à vous, Albert Natola, ici d'avoir été dans notre ce matin. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition de Parole panafricaniste. Restez sur Panafricaniste TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.